Bonjour et bienvenue à cette session. Je me présente, je suis Claude Ampigny, je suis consultant professionnel services au sein d'AWS et j'ai une double casquette infrastructure et spécialité de migration. J'ai présenté ce matin une session sur l'importance de migrer rapidement et les facteurs de succès ou les accélérateurs de migration. Cette session, c'est la suite logique en fait, c'est d'aller voir quels sont les vecteurs de migration rapide, c'est les outils. Parce que comme on le sait, on réalise toujours mieux les choses si on est bien outillé. Alors avant de commencer, je suis consultant. N'y couperez pas un joli slide sur du process. Je souhaiterais juste vous rappeler le process de migration. On l'a couvert ce matin. L'idée, c'est de vous rappeler que c'est un process assez classique en 4 étapes. Une phase de préparation sur laquelle on va venir faire un inventaire high level et sur laquelle on va venir finalement clôturer ou finaliser un business case par exemple. Une phase d'activation qui consiste à créer l'ensemble des conditions nécessaires à la migration. Et vient ensuite une phase de migration. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais les deux éléments que vous voyez, le backlog et la feedback loop, rendent ce process agile. Et une phase d'optimisation qui consiste, une fois migré, à venir revoir ce qui a été fait et à optimiser et à améliorer si possible. On va entrer dans le vif du sujet et on va parler directement des outils de migration. Les outils de migration couvrent 3 phases. Alors vous voyez, découvrez, c'était pas dans les slides avant. Découvrir, c'est la phase amont de la préparation. Donc on a 3 phases qui sont couvertes. La phase amont de la préparation, donc la découverte, la préparation en elle-même et la migration. Deux familles d'outils chez AWS. On a des outils comme Application Discovery Service pour la découverte, le Migration Hub et TSO Logic. TSO Logic, c'est un dernier entrant puisque c'est un nouvel outil qui a été racheté par AWS il y a moins d'un mois ou un mois tout juste, je pense. Et le Migration Hub, qui est un outil un peu particulier sur lequel je vais revenir. Les autres outils sont des outils de migration à proprement parler. Donc on parle de Database Migration Service pour la migration de vos bases de données. On parle aussi de Server Migration Service pour la migration de vos serveurs en eux-mêmes. Dernier point, pour le transfert de vos données rapide, un nouveau service a été introduit à re:Invent cette année, DataSync. Et on a un nouveau venu dans la famille des outils de migration chez AWS. On a Cloud Endure, qui est anciennement un outil partenaire qui a été racheté et qui est intégré au portefeuille AWS. N'oubliez pas que vous avez tout un ensemble, une galaxie d'outils partenaires. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais on reviendra dessus un peu plus en détail par la suite. Je vous ai dit que j'allais m'attarder sur le sujet de Migration Hub. Le Migration Hub a une place vraiment particulière dans le portefeuille AWS et pour moi c'est l'outil qui manquait pendant des années. Si vous avez été à ma place, alors avant de rejoindre AWS, j'étais Factory Lead, je m'occupais de monter des projets de migration et je lidais des usines de migration pour un cabinet de conseil. On se retrouvait souvent dans la position où on avait besoin de communiquer sur ce qu'on fait, donc communiquer sur l'exécution des migrations. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est vraiment un cauchemar d'avoir les leaders qui viennent vous voir toutes les demi-journées, vous demander où ça en est des migrations. Quand vous avez une usine derrière avec beaucoup de personnes qui travaillent, on ne peut jamais donner un statut qui est accurate. Il y a plein de choses qui se passent, des migrations où on fait des rollbacks, des migrations qui moulinent un peu, des migrations où ça va vite. Et en fait, c'était vraiment un cauchemar de pouvoir fournir ce statut de migration. Le Migration Hub, c'est l'outil dont j'ai rêvé pendant des années. AWS l'a fait il y a quelques années. C'est un outil en fait qui permet d'agréger l'ensemble des applications et des serveurs et de donner un statut de migration précis en temps réel. Ce qui est génial avec ça, c'est qu'avec cet outil, vous pourrez enfin donner accès à vos leaders à la console AWS sur un dashboard. Alors c'est un beau dashboard, on le verra un peu par la suite. Donc sur un beau dashboard, vous pourrez leur donner accès à cet outil et ils pourront eux-mêmes aller checker les statuts de migration. Franchement, je vois des gens avec qui j'ai exécuté des migrations dans la salle. Je suis quasiment sûr qu'ils auraient tous rêvé qu'on ait cet outil à cette époque-là. Avançons et rentrons dans le détail sur TSO Logic. TSO Logic, comme je l'ai dit, c'est un outil
nouveau venu dans la gamme d'outils AWS, et c'est un outil qui est très pointu sur la réalisation, sur la découverte d'environnement, donc ça le fait sans agent, et pour la réalisation de business case. Comment ça se passe? TSO Logic permet finalement vous permet d'aller découvrir votre portfolio applicatif, vos applications, vos serveurs, et de faire des projections d'utilisation dans le cloud et des scénarios que vous pourrez présenter à vos leaders. Pour ceux qui ont participé à des projets de migration, encore une fois, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas pour ceux qui ont participé à des projets de migration en amont des migrations, on a tous eu les gros tableurs, donc les gros spreadsheets Excel qu'on se passait, qui étaient toujours faux, et qu'on devait faire vivre en fait. C'est encore pire quand il y a des macros dedans. Et donc je peux vous assurer qu'avoir un outil qui est à jour avec le pricing AWS qui change assez régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable. Pour vous raconter un peu ma petite histoire, j'ai déjà participé à des business cases chez AWS où avant d'avoir cet outil, on télécharge l'ensemble des prix, donc c'est un gros fichier qu'on peut appeler par API, mais c'est un gros fichier quand même. Et en fait, quand vous apprenez un jour ou 2 jours avant la présentation de votre business case que les prix ont changé, vous êtes un peu amer parce que vous devez réintégrer l'ensemble des prix dans votre gros spreadsheet et ça vous prend pas mal de temps. Donc du coup, TSO Logic est un outil que vous pouvez adresser via AWS. Donc si vous avez des business cases à réaliser, n'hésitez pas à venir nous voir, nous ou des partenaires, et nous ferons un plaisir de vous aider à réaliser ces business cases avec cet outil. On va parler maintenant de notre outil qu'on appelle ADS, Application Discovery Service. C'est un outil qui a été introduit depuis quelques années chez AWS et qui est un outil un peu mal aimé dans le sens où c'est un outil qui n'avait pas de console pendant très longtemps et que les gens et dont les gens ne voyaient pas spécialement l'intérêt. Depuis peu, il a une jolie console, en tout cas il est intégré au Migration Hub, ce qui permet un peu de raviver l'intérêt pour cet outil. Alors pour vous parler de l'outil, c'est un outil qui permet de capturer les données de 3 façons différentes. La première façon, c'est en installant des agents sur vos serveurs. Donc c'est là qu'on a l'ensemble des données RAM, CPU, disque, CPU usage et mémoire usage qui vous sont remontées et qui sont constamment monitorées et envoyées directement au service ADS. L'autre mode, le deuxième mode, c'est un mode agentless. Donc dans cette configuration, on installe une appliance, donc c'est un serveur, donc un OVA qu'on vient installer sur que vous allez venir installer sur vos ESX et qui va permettre directement de récupérer des données de l'ESX, donc de votre hyperviseur. Donc l'intérêt de cet outil, c'est que finalement vous n'avez pas de données, vous n'avez pas d'agent à gérer. Vous connectez directement sur votre hyperviseur et vous remontez les données. Une chose à préciser, si on installe l'agent et si on a le collecteur d'installer, le service est suffisamment intelligent pour faire un recoupage des informations et vous donner une vision complète. Le dernier mode, est si vous avez une CMDB à jour et que vous avez déjà des données ou que vous utilisez un autre outil de découverte, vous pouvez aussi importer ces données directement dans ADS en utilisant des données installées. Alors ce que j'aime dans ADS, c'est la partie de gauche, c'est la partie Migration Hub. En fait, ADS se plug directement avec le Migration Hub et permet de remonter les données dans le Migration Hub. Un autre point très intéressant sur ADS, je vais arriver sur la visualisation des données, pour moi c'est le fait qu'il s'intègre avec Athena. Pour ceux qui connaissent Athena, ça permet en fait de faire des bases de données directement à partir de données qui se trouvent dans S3. C'est une puissance vraiment très intéressante puisque là toutes vos données sont streamées et sont envoyées dans S3 et vous pouvez par la suite créer avec des requêtes SQL. Alors il faut connaître un peu SQL et il faut manipuler un peu, mais vous avez une flexibilité que les autres outils n'ont pas, puisqu'en fait vous créez directement ce qu'on appelle un data lake. On peut voir ça comme un data lake de données IT.
Donc toutes vos données IT sont dans des buckets S3 et vous pouvez aller interroger vos données en temps réel et vous pouvez faire des requêtes très complexes. Donc c'est une façon de structurer. Oui, il faut connaître SQL, mais en termes de puissance, je pense que on offre beaucoup de flexibilité. En termes de visualisation, on peut aussi plugger Athena avec QuickSight pour avoir de la visualisation sur les données remontées. Un point intéressant pour ADS, et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui me posaient des questions ce matin sur les interdépendances applicatives. ADS permet d'avoir les données in, donc les données rentrantes, donc de savoir les connexions rentrantes et les connexions sortantes des serveurs qui sont surveillés. Donc c'est très utile si vous voulez par exemple clusteriser vos applications et savoir qui discute avec qui. La fameuse question des dépendances. Je pense que j'ai fait le tour sur ADS. On va passer maintenant au Migration Hub. Alors, vous voyez, c'est une interface que vous pouvez mettre dans les mains d'un sponsor. Il ne sera pas perdu. Il aura un statut de migration. Il pourra voir le nombre de serveurs qui ont été découverts. Il pourra aller concaténer ou en tout cas grouper ces serveurs en application. Et puis surtout, il pourra avoir un statut des migrations en cours, celles qui sont in progress, celles qui sont été réalisées, avec un historique de ce qui a été fait. C'est exactement ce que je faisais pendant des années et qui était extrêmement complexe à réaliser, où il fallait aller constamment pauler des personnes pour essayer d'avoir des informations. Donc c'est un outil qui, je pense, a le mérite d'exister et que je vous conseille très fortement de regarder et de vous intéresser. En termes d'interconnexion avec d'autres outils, donc ADS s'interconnecte avec Migration Hub, s'interconnecte avec ADS, s'interconnecte avec SMS, mais il s'interconnecte aussi avec des outils de la marketplace comme Atadata Motion. Avant, on pouvait dire qu'il s'intégrait avec Cloud Endure, qui est un outil partenaire. Depuis peu, on ne peut plus le dire parce que c'est un outil AWS. Mais en tout cas, il s'intègre avec tous ces outils pour vous permettre d'avoir un statut de vos migrations. Encore une fois, j'ai des petits camarades qui ont réalisé des migrations avec moi et je pense que c'est à peu près ce qu'on avait en termes de schéma et en termes de progression sur les migrations. C'est exactement la vue que les leaders cherchent à avoir. Comment se passe une découverte dans ADS? Quelques points. Le premier point, c'est d'aller déployer vos connecteurs sur vos instances ou d'aller déployer vos agents sur vos instances, vous allez déployer des connecteurs sur votre ESX. Le deuxième point, c'est d'aller importer l'ensemble des données qui sont migrées dans le Migration Hub. Une fois que cette phase est faite, c'est la phase où vous devez travailler un peu et grouper vos applications ou grouper vos serveurs en applications. Ensuite, il vous faudra sélectionner les outils de migration que vous voulez utiliser et aller instancier vos migrations. Donc, typiquement, on lance les migrations, on lance la découverte, on importe le catalogue, on a tous les serveurs, on groupe les serveurs en application, ça on ne peut pas le savoir pour vous. Et ensuite, vous allez lancer les migrations depuis SMS ou depuis Cloud Endure, par exemple. L'agence déploie sur les machines et sur l'hyperviseur, on a un connecteur en fait. Dernier point, une fois que la migration est réalisée, que vous n'avez plus l'utilité de l'agent sur ADS, pensez à désinstaller l'agent sur les serveurs et à aller décommissionner les serveurs qui ont été migrés. Voilà. Passons maintenant à la présentation de Server Migration Services. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé cet outil? Alors, Server Migration Services est un outil qui permet de migrer des VM sans agent. Il s'installe sur des hyperviseurs de type ESX ou de type Hyper-V. L'intérêt d'SMS, c'est qu'il permet finalement de lancer et d'ordonnancer la réalisation de vos migrations. Globalement, on importe un portfolio de serveurs sur l'outil SMS. On est capable d'aller lister ces serveurs, on est capable d'aller ordonnancer les migrations ou de lancer une migration
immédiate si vous voulez lancer une migration pour tout de suite pour aller tester quelques points clés. Juste un point sur ça. Pour ceux qui ont fait de la migration de data center, on avait un processus qui était très real-time. On faisait des migrations, par exemple, avec des VMware Tools. Et en fait, on allait migrer directement les migrations, on allait directement migrer les instances avec ça. Avec un outil comme SMS, vous êtes capable de découvrir votre portfolio, de lancer les réplications des semaines, voire des mois avant de réaliser vos migrations. Alors, quand je présente cet outil à des clients, je leur dis toujours, mais rien ne vous empêche, si vous avez une migration dans 2, 3 semaines, 1 mois, de lancer vos réplications, de tester si vos outils fonctionnent correctement, si votre migration fonctionne correctement. Et le jour J, ben, si vous avez juste un changement de load balancer à faire, vous le faites. Ou si vous voulez réimplanter complètement vos serveurs, vous le faites. Mais cette fois-ci, vous avez l'ensemble des procédures qui sont documentées sur comment migrer cette application. C'est une façon de dérisquer vos migrations. Pensez-y. On va arriver maintenant sur System Manager. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent System Manager? Nabil, tu n'as pas le droit de lever la main. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent System Manager? System Manager est aussi un service qui, selon moi, n'est pas assez connu chez AWS, mais c'est un service qui permet en serverless d'aller gérer les points suivants, donc d'aller exécuter des commandes sur vos serveurs, d'aller exécuter un enchaînement de commandes sur vos serveurs ou d'aller stocker des paramètres, des secrets par exemple, ou des secrets, des passwords par exemple qui sont chiffrés sur le paramètre store, ou d'aller récupérer directement d'autres paramètres que vous voulez sur vos serveurs. Ça évite les fichiers de configuration et ça vous permet d'avoir une place centrale pour gérer toutes vos variables, tous vos paramètres. Quelques points et avant de passer à la suite, pourquoi je présente SSM, donc System Manager. Certains me diront que ce n'est pas un outil de migration, mais pour moi la migration qui est finalement de prendre une image et de la mettre dans le cloud, ce n'est que 40% de la migration. Après il y a pas mal de choses à faire, pas mal d'étapes de pré-migration, mais il y a aussi beaucoup d'étapes de post-migration pour aller reconfigurer vos instances dans le cloud et pour aller reconfigurer vos serveurs dans le cloud. On va voir une démo qui a été faite avec l'aide d'un SMI SSM qui est dans la salle, qui s'appelle Nabil. On va avoir une démo et je vais vous montrer comment finalement on peut réaliser une migration de bout en bout sans avoir d'humain qui intervient. Donc on scripte l'ensemble des activités de post-migration et on réinstalle les applications directement dans le cloud. Donc, en plus de toutes ces fonctionnalités qui sont très intéressantes, il y en a d'autres. Mauvais bouton. Il y en a d'autres. La gestion des patchs, la distribution de packages, par exemple. Il y en a une que j'adore, c'est Session Manager. Session Manager, c'est la possibilité d'avoir une interface shell, donc une console, sur vos instances, sans avoir à déployer de bastion. Vous avez simplement un rôle sur vos instances qui sont dans AWS et finalement vous pouvez aller manager vos instances sans avoir à déployer de bastion. Pour tous ceux qui ont eu à gérer des fleets de bastion, sécuriser les mots de passe SSH, ainsi de suite, c'est aussi une façon très très rapide qui permet de se passer de bastion et de se passer de points de contention pour les équipes, ainsi de suite. Donc voilà, et je pense qu'on va arriver sur la démo. Alors j'espère que les dieux de la démo seront avec moi aujourd'hui. J'ai un client dans la salle qui fait des démos tous les vendredis en fin de sprint, enfin tous les vendredis en 2 semaines. Et j'ai pris quelques bonnes pratiques pour que ça fonctionne. J'espère que ça va aller. Ce que vous voyez ici, c'est une architecture ultra simple. Finalement, on a construit, encore une fois, avec d'autres collègues ProServe, on a construit une application WordPress qu'on a déployée sur un hyperviseur qui est considéré comme notre data center. Donc en gros, c'est pour tout dire, chez un collègue à nous qui a un petit ESX à la maison. On a installé cette application WordPress et on a installé une base de données MySQL pour la base de données. À côté de cette application, donc 2 serveurs,
plus un troisième sur lequel j'ai utilisé Ansible pour déployer l'ensemble des infrastructures que vous voyez ici. Le site WordPress est exposé via un ELB, donc un ALB pour être précis, qui en fait rebascule le trafic sur nos données qui sont on-prem. Donc vous pouvez utiliser un ELB pour aller pointer sur de l'on-prem. Et en fait, qu'est-ce qu'on va venir réaliser? On va aller faire ça. Donc on va aller migrer notre WordPress, donc notre instance WordPress et notre base de données sur AWS. Et on va aller casser ce petit lien avec la jolie flèche rouge que vous voyez. Comment on va faire ça? On va utiliser AWS Migration Hub, on va utiliser ADS, Application Discovery Service, on va utiliser Server Migration Service et on va utiliser System Manager pour toute la partie de reconfiguration de vos applications, la partie la plus critique, selon moi encore. Alors, les dieux de la démo, si vous existez, c'est le moment d'être là. Est-ce que ça démarre? Oui. Ça fonctionne. J'ai enregistré une vidéo parce que les jeux de la démo, j'y crois pas trop. Ce que vous voyez ici, c'est un site WordPress. Donc c'est le site qui est déployé sur le fameux SX de mon collègue. Et vous voyez en fait qu'il est installé derrière un ELB qui pointe vers une adresse IP. C'était un peu lent, on a tourné la vidéo hier et je ne sais pas pourquoi, Orange avait quelques problèmes hier et donc c'était un peu lent chez moi, même avec la fibre. Donc ce que vous voyez ici, c'est tout simplement notre WordPress qui est configuré et qui pointe vers un target group. Ce target group étant l'adresse IP du serveur WordPress que vous avez vu on-prem. Ça prend un peu de temps. J'en suis désolé. Et donc là, vous voyez, on a directement l'adresse IP du serveur et il est Elfi. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir d'abord regarder les données qu'on a dans AWS Migration Hub. Donc en gros, j'ai installé au préalable, alors je ne vous l'ai pas montré, je vous ai évité ça, mais j'ai installé au préalable l'agent ADS sur les serveurs. Donc ce qu'on nous remonte ici, donc vous voyez ADS et vous voyez les deux serveurs qui sont remontés. Donc mon serveur WordPress qui est là, mon serveur SQL qui est en dessous et le serveur de build sur lequel Ansible était déployé pour finalement configurer mes instances. Voici les données qui sont remontées par ADS. Donc vous voyez qu'il y a toute une partie sur le VMware qui n'est pas complétée, c'est normal parce que je l'ai fait en agent et non pas en connecteur. Et on va voir un peu plus en détail, vous allez certainement pouvoir voir la deuxième partie, donc le deuxième serveur qui est mon serveur SQL. Et sur ce serveur SQL, en fait, je vais normalement, ne vous inquiétez pas, ça va pas aller vite, vous avez le temps. On voit les données de CPU, de RAM, d'utilisation, ainsi de suite. Donc ce sont les données typiquement qu'on essaie de collecter quand on va aller faire des assessments applicatifs. Je vais vous montrer maintenant comment on va grouper ces serveurs en application. Très simple, on sélectionne les serveurs, groupe as, et on met directement le nom de l'application. Une fois que c'est fait, on va dans la partie application et on voit qu'on a une application qui est notre started en état de migration et on voit les deux serveurs qui sont sur lesquels j'ai déployé mes agents. Donc, une fois que cette partie est faite, on va aller s'intéresser à Server Migration Service. Je vais me mettre par là parce que je vois un peu mal. Donc, Server Migration Service, c'est là où on va réaliser nos fameuses migrations. Ne vous inquiétez pas, on a coupé un peu pour éviter que ça dure très longtemps. Alors, une précision, Migration Hub est en Oregon. Donc, la visualisation de la console est en Oregon et j'ai fait ma migration sur des instances qui étaient à Londres. Donc on voit ici qu'on a le connecteur, on voit ici que je vais aller sélectionner les serveurs si ça veut bien démarrer. Pourquoi il s'est arrêté? C'est bon? C'est un petit bug, j'étais allé prendre un café. Et donc du coup, une fois qu'on a redémarré, une fois que la vidéo a redémarré, on va aller voir les serveurs qui sont installés. Donc là, on va sélectionner
nos deux serveurs. Et sur ces deux serveurs, on va aller lancer les migrations. Pour vous éviter du temps, et puis j'ai lancé des migrations immédiates. Donc je suis allé sélectionner les serveurs et lancer directement, la phase de migration. Alors voilà. Donc vous voyez que j'ai mes 3 serveurs qu'on avait découverts au préalable. Et que sur ces serveurs, je lance directement un job de réplication. Je choisis une réplication immédiate et j'exécute mon job de réplication. Pendant quelques instants, il va être en pending. Et après quelques refresh, que je crois qu'on a coupé au montage. Ah non. Après quelques refresh, le job passe actif. Donc ça veut dire en gros, une fois que le job est passé actif, ça veut dire que mes réplications sont lancées. Et ça veut dire que je suis en train, ça veut dire que ce qui se passe derrière, c'est que SMS est en train de réaliser un snapshot de votre instance sur le SX. Donc il faut que le collecteur, enfin il faut que l'appliance ait les droits pour réaliser un snapshot. Elle réalise ce snapshot, elle le transfère via la ligne que vous aurez mis en place, donc via votre connexion. Et en fait, elle fait toute la conversion de cet OVA en AMI. Donc tout un process qui est automatisé. Et en fait, il n'y a pas de secret. Si vous connaissez un peu l'API import-export, c'est l'API import-export et toutes ces étapes qu'on a automatisées avec SMS. Une fois que j'ai réalisé ça, alors ça allait un peu vite là, mais une fois que j'ai réalisé ça, j'ai 2 AMI. Vous avez vu que j'ai tagué ces AMI avec un tag qui est Approve Submit. L'intérêt de taguer les AMI comme ça, c'est de lancer un job d'automatisation. Ce job d'automatisation, en fait, on a créé un event CloudWatch qui va déclencher l'exécution de documents d'automation SSM pour réaliser la création de l'instance à partir des AMI qui sont lancés ici. Donc, si vous voyez là, je vais retourner sur System Manager. Donc, on voit ici qu'on a 2 instances, enfin 2 jobs qui sont lancés. Et 2 instances qui se créent en parallèle. Donc la première instance, c'est assez rapide. La première instance est créée, elle est en cours d'initialisation, et la deuxième se crée tout de suite. Donc là, directement en taguant mes AMI, j'ai lancé la création des instances. Plus d'opérations manuelles, à part taguer les AMI. Et c'est là où mon collègue Nabil, SMI SSM, est arrivé dans la picture. Une fois qu'on a restauré ces AMI, comment on fait pour finalement faire toute la phase de post-configuration de ces AMI. Donc typiquement, c'est l'installation des agents qui vont bien dans les serveurs installés. C'est la customisation de l'OS avec vos règles de customisation. C'est par exemple la reconfiguration de la chaîne de connexion, puisque mon adresse IP a changé. La reconfiguration de la chaîne de connexion sur mon WordPress pour aller taper entre guillemets sur la base de données que j'ai migrée. Donc comment ça se fait? On fait tout ça avec des automations et en fait on a créé une automation qui va lancer X job. Donc on va le voir, on va retourner dans System Manager et on va voir en fait que une fois que les instances ont été lancées, on a un certain nombre de nouveaux jobs qui vont lancer la phase de reconfiguration de mes applicatifs. Une fois que je me serai décidé à ne plus boire de café, normalement ici, ce que je vais vous montrer, c'est que l'une des étapes de mon automatisation, c'est d'aller mettre le type de serveur, un tag type de serveur sur mes instances. Donc là, on voit que j'ai démarré, que je suis allé chercher dans la machine qu'est-ce qui était installé, que j'ai découvert qu'il y avait SQL d'installer et que j'ai tagué l'instance comme étant une instance SQL. Je fais de même avec WordPress et je vais tout simplement aller taguer mon instance WordPress. Une étape intéressante, c'est que vous voyez ici que je relève l'adresse IP de la machine SQL. C'est cette même information, et donc tout ça, croyez-moi, il n'y a pas de magie, tout ça se fait via des documents SSM. Et donc c'est cette information que je vais aller remettre sur mon instance WordPress. Une fois qu'on a lancé la migration, une étape pour vous montrer l'ensemble des exécutions qui sont en train de se faire. Donc là, vous voyez qu'on va reconfigurer la base de données. Et puis vous voyez qu'on a Demo Submit 2, qui est un job finalement de customisation ou d'installation d'une baseline applicative sur mes instances. Donc c'est vraiment pour installer les agents, les outils qu'on voulait installer sur la machine.
Une fois que c'est fait, on se connecte à Session Manager. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil que j'adore. On a installé l'agent System Manager et maintenant on est capable d'aller directement interroger la machine, donc lancer des commandes directement sur la machine sans avoir de bastion. Donc je n'ai plus de bastion à gérer, je n'ai plus de flotte de bastion à gérer. Je vais dans Session Manager, je lance un bash et je vais me connecter sur la machine WordPress pour aller voir le fichier de configuration WordPress. Et normalement, si tout s'est bien passé, et j'espère que ça l'a fait, enfin je sais même, vous verrez que dans ce fichier de configuration, l'adresse IP qu'on a ici est l'adresse IP de la base de données SQL qu'on vient de migrer. Donc j'ai effectué, donc à cette étape, j'ai effectué une migration, j'ai reconfiguré, j'ai relancé des instances à partir des AMI que j'avais créées et j'ai reconfiguré mon application. La dernière étape, si je ne me trompe pas, ça va finalement être d'ouvrir cette application au monde. Donc en fait, ça va être d'aller, je ne sais pas pourquoi ah oui, voilà, donc là on va aller voir sur l'ELB comment il est configuré. Alors une chose, c'est qu'on n'est pas totalement fou et donc on a décidé de ne pas automatiser cette étape pour vous la montrer bien sûr, mais aussi parce que je considère qu'une fois qu'on a migré, il faut vraiment une action humaine pour aller faire les dernières étapes et mettre l'application en production. Donc ce que vous voyez ici, je reprends le target group et je vais supprimer le target group qui existait et je vais mettre le target group qui a été créé. Donc ça fait partie des étapes de mon automatisation. Je mets le target group qui a été créé et ce target group, ce que je vais vous montrer, c'est que si vous vous souvenez bien au début de la démo, on avait un target group qui pointait vers une adresse IP. Maintenant, ce target group que j'ai créé dans mes documents d'automatisation pointe sur une instance. Donc une instance qui a été migrée vers AWS. Donc là, théoriquement, on a fait une migration complète de bout en bout et on a migré les serveurs et on les a reconfigurés. Donc si vous voyez ici, voilà. Donc on a reconfiguré notre serveur et on a normalement terminé notre migration. Pourquoi je vous ai montré ça en parlant des outils de migration? J'ai réalisé énormément de migrations en tant que factory lead et en gros l'une des étapes qui étaient les plus problématiques étaient les étapes de post-migration. Alors à l'époque, j'avais des équipes qui travaillaient pour moi qui étaient offshore et qui réalisaient toutes ces étapes de post-migration. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'erreurs qu'on avait en étape de post-migration. Pas parce que c'est du offshore, pas parce que les gens sont mauvais offshore, c'est pas du tout ça mon point. Mon point, c'est que on est tous des humains et que quand on a 100 serveurs ou 20 ou 40 ou 60 serveurs où on doit faire les mêmes tâches répétitives tous les jours, ben on se trompe. Et malheureusement, se tromper sur un serveur peut avoir des conséquences graves sur une application. Donc c'est pour ça que j'ai pris le parti aujourd'hui de vous montrer les outils de migration, mais aussi de vous montrer comment effectuer de la post-migration avec des outils serverless gratuits. On ne paie pas pour SSM et qui vous permet de dérisquer globalement vos migrations. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'étape de reconfiguration globale de l'application. Vous pouvez vous arrêter par exemple à l'étape d'installation d'une baseline, donc où vous pouvez ordonner vos serveurs ou installer les agents que vous voulez. Mais en tout cas, faites-le en le scriptant, vous aurez beaucoup moins d'erreurs. Alors, est-ce que ça a marché? Si j'arrive à retrouver ma souris, ici. On a quelques points, ouais, ok. Donc on a quelques points à voir. Le nouveau venu dans la famille des outils de migration, c'est Cloud-Endure, qui est un outil anciennement un outil partenaire, qui est très différent d'ADS, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Cloud-Endure permet, lui, de réaliser de la migration à partir de différentes sources. Il permet de finalement réaliser vos migrations en installant des agents. Donc cette fois, on installe des agents sur les serveurs et on est capable d'aller prendre une image et de dire à un instant T, mais je veux faire un cutover et je veux tester mon image. Donc on va le voir ici. La façon dont Cloud-Endure procède, c'est que vous voyez qu'on a installé un agent Cloud-Endure sur toutes ces instances.
fonctionne avec, avec plusieurs applications et supporte Oracle ou SQL Server. On a créé une zone de transit qui est une zone tampon sur laquelle on a un serveur de réplication sur lequel sont attachés plusieurs EBS. Ces EBS sont en fait des images des serveurs sur lesquels l'agent est installé. Et en fait, on a la possibilité d'orchestrer ou de lancer la création des AMI à partir des EBS qui sont répliqués dans le cloud. C'est très différent dans le sens où la réplication est en continu, dans le sens où si vous faites un changement à la source, vous l'aurez à la cible. C'est très intéressant aussi parce que vous avez la possibilité finalement de faire un cut-over de test sans aller au bout de la migration. C'est en mode bloc. L'une des particularités aussi de Cloud Endure, alors monsieur m'a enlevé les mots de la bouche, c'est fait en mode bloc et voilà. Je suis sûr que j'avais un dernier point à présenter sur ce slide. Oui, on peut. Pourquoi pas? Bah oui, on peut. On peut très bien aller installer Cloud Endure sur une machine physique. Plusieurs points. On supporte l'ensemble de ces outils. Donc vous pouvez aller, vu que c'est un agent qui est installé sur vos serveurs, vous pouvez aller installer sur des hyperviseurs qui ne sont pas supportés par ADS par exemple. Donc ça c'est un point qui est très intéressant. La dernière chose, c'est que le fait que ça soit une réplication en temps réel, ben en fait on est capable d'aller migrer des bases de données aussi, parce qu'on est capable d'aller capturer les changements en temps réel et de les répliquer directement sur les données EBS. Je vous conseille quand même à la dernière réplication de faire une réplication à froid, c'est toujours mieux, même si les outils proposent une réplication à chaud, bien entendu, je vous propose quand même de faire une dernière réplication à froid. Un point sur DMS, je me dois de parler de DMS, c'est un outil qui permet de faire des migrations de bases de données, donc plusieurs types de bases de données, et ça permet de faire des migrations vers AWS, mais vers l'on-prem aussi. Donc on peut très bien avoir une base de données on-prem, qu'on migre avec DMS sur une base de données dans le cloud, qu'on migre avec DMS sur une base de données on-prem. Si vous avez des plans de réversibilité, et si on vous demande comment migrer sur des problématiques de réversibilité, vous pouvez dégainer DMS. Un point, c'est SCT, qui est la façon de convertir des schémas. Donc quand on doit aller sur des types de bases de données qui sont hétérogènes, ça permet de faire une première conversion des schémas de données. Sur la partie migration des données, on a énormément de services. Je vais essayer de les passer en revue rapidement. Je vais commencer par les petits nouveaux. AWS Transfer for SFTP. C'est une façon d'exposer et de migrer vos données sur S3 en exposant le protocole SFTP. Énormément de nos clients utilisent du SFTP aujourd'hui. On n'avait pas de réponse jusqu'au Reinvent dernier. Maintenant, c'est chose faite avec Transfer for SFTP. DataSync. C'est un protocole DataSync permet de faire de la synchronisation de données en utilisant un protocole maison qui permet d'aller répliquer des gros volumes de données rapidement. Donc c'est utile si vous devez migrer des données via le réseau et que vous cherchez quelque chose qui vous permet d'aller vite au-delà de Robocopy ou les autres outils qu'on connaît. Un point, pour les migrations pour les migrations qui ne peuvent pas se faire via le réseau ou les gros volumes de données, on utilise du Snowball. On utilise du Snowball par exemple. Un point sur Storage Gateway, ça vous permet finalement d'avoir des volumes que vous montez sur vos machines et d'avoir ces volumes qui soient répliqués dans S3. Quelques points maintenant sur ce qui est tout à droite et avec un point d'attention sur Kinesis FireOS. Kinesis FireOS permet de faire du streaming vers S3. Donc si vous avez des données qui changent fréquemment et que vous voulez qu'elles soient streamées vers S3, des transactions de base de données par exemple, vous pouvez utiliser FireOS et ça supportera la charge. Quelques points, quand j'étais en charge d'usine de migration, on utilisait déjà des Snowball maison. En fait, on avait des petits NAS maison. Et je faisais des migrations, je faisais transférer des NAS ou envoyer des NAS entre la Chine et Singapour.
Alors après 2 voyages, ça ne fonctionne plus puisque les radars, ou en tout cas on appelle ça, les portiques de sécurité sont tellement puissants en Chine qu'après 2 voyages, les disques ne fonctionnaient plus. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc on a créé Snowball, qui est en fait donc 3 familles de Snowball. Snowball classique, on va dire, avec 80 Tera et 10 Go de disque. Snowball Edge, qui embarque du compute et qui est clusterisable. Et puis si vous avez des gros volumes de données, hexadonnées, de l'hexaoctet de données, utilisez Snowmobile. Et n'oubliez pas de m'appeler parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser. Quelques points sur d'autres leviers de vos migrations. Alors on a parlé d'outils de migration, mais je pense qu'il est indispensable que je vous parle aussi des accélérateurs de la migration. Dans la session précédente, on a parlé de landing zone. La landing zone était finalement l'un des points d'achoppement qu'on avait chez AWS. Comment créer une landing zone rapidement et comment finalement permettre aux clients d'avoir une infrastructure as code qui soit best of breed, donc qui implémente toutes les bonnes pratiques. Et c'est pour ça qu'on a créé la solution AWS Landing Zone Solution, qui vous permet finalement d'aller déployer une landing zone avec toutes les best practices AWS de façon automatisable et de façon relativement simple. Juste un point sur la landing zone. La solution intègre Service Catalog, que vous voyez ici. Et Service Catalog a un concept de Account Vending Machine. Donc en gros, ce sont des comptes qui sont préconfigurés et qui permettent aux gens de façon self-service d'aller simplement sur Service Catalog et de déployer un nouveau compte. Donc typiquement, si vous avez des business lines avec beaucoup de comptes à déployer, vous pouvez leur permettre d'avoir accès à un catalogue et de déployer des nouveaux comptes à la volée avec vos best practices en termes de DSI ou en termes de Cloud Center of Excellence. Dans quelques mois ou déjà en preview, vous pouvez utiliser Control Tower, qui est en fait un service qui reprend les grandes lignes de la solution Landing Zone, qui va un peu plus loin en intégrant ce qu'on appelle des guardrails. Donc les guardrails, c'est un ensemble de sécurisation ou en tout cas de préconfiguration de sécurité de vos comptes que vous embarquez. Typiquement, qu'est-ce qu'un guardrail? C'est de dire je ne veux pas que mes utilisateurs puissent déployer des ressources dans telle région. Comment on le fait? On le fait avec des SCP dans l'organisation et finalement Control Tower va permettre de consolider tout ça. Donc vous aurez une interface graphique qui vous permettra, ou que vous pourrez appeler par API aussi, qui vous permettra de configurer les guardrails et de les déployer sur vos comptes. C'est un concept très à la mode, surtout dans le monde bancaire, mais en fait l'idée c'est de dire on ne souhaite pas nécessairement bloquer les utilisateurs, donc on leur laisse le champ libre. Par contre, il y a un certain nombre d'actions qu'on va aller prévenir. Donc l'idée c'est de prévenir un certain nombre de choses que les utilisateurs ne pourront pas faire, ou de faire de la remédiation une fois que certaines choses ont été faites qui ne sont pas compliant avec ce que vous avez défini. Donc vous allez venir remédier et repasser à une situation idoine. Donc ça se fait avec AWS Config par exemple. Les outils partenaires. J'en ai parlé. Il y a un catalogue de plus de 1500 produits, alors pas forcément 1500 produits de migration, mais vous avez tous ces outils. De toute façon, vous aurez les slides, je ne vais pas les présenter dans le détail. L'idée pour moi, c'était de vous montrer quels outils vous pouvez utiliser pour quoi. Donc là, vous voyez par exemple qu'on a Risk Network, Cloudamize sur la partie inventory, découverte, business case, et qu'on a sur la partie migration de workload, Attenuity, Cloud Velox, River Down, Atadata, Deloitte. Donc ça, ce sont les outils pour réaliser vos migrations. Une chose, et pourquoi j'ai mis ce slide, c'est concernant la marketplace. La marketplace est l'endroit sur lequel vous pouvez acheter vos différents softwares. C'est très intéressant, si vous êtes dans de grandes entreprises, il y a toujours des problématiques finalement d'achat. Avec ça, vous pouvez acheter directement via la marketplace et avoir la facture sur votre compte AWS. Donc ça simplifie les achats et ça vous évite d'aller avoir à contractualiser avec le monde entier, de passer le process de contractualisation via AWS. Beaucoup de clients l'utilisent maintenant pour aller plus vite et accélérer finalement les achats d'outils de migration. Une chose sur les outils de migration, il me reste 2 minutes, je vais faire vite. Une chose sur les outils de migration, vous avez le choix, je l'ai déjà dit ce matin, alors prenez le choix.
ne vous restreignez pas sur un outil. Chaque outil a ses forces et ses faiblesses. Quand j'arrive sur un projet de migration, je conseille toujours à mes clients de choisir 2 voire 3 outils. Et vous savez quoi? Depuis que je conseille ça, ben, j'arrive à dormir le week-end. Et je ne suis plus appelé en support parce qu'une migration n'a pas fonctionné ou ainsi de suite. Donc l'idée c'est prenez 2 ou 3 outils, donnez-vous le choix des outils que vous utilisez et si une migration ne se passe pas avec un outil, ben, vous passez directement sur le deuxième outil. Pardon? Ça dépend des outils, par exemple SMS est gratuit, mais en tout cas, après j'ai exactement le même point avec certains clients. Ce que je leur dis, c'est vous commencez toujours vos migrations avec l'outil gratuit. Si ça ne fonctionne pas avec l'outil gratuit, vous allez utiliser l'outil pour lequel vous avez payé. Mais donnez-vous le choix. Ne soyez pas restreint en termes d'outils de migration. Un point sur SMS, c'est un outil gratuit. Et si vous avez le support Enterprise sur AWS, vous pouvez, si vous avez des problèmes de migration, activer le support. Ils sont très réactifs. Faites-vous accompagner aussi par l'ensemble des partenaires qui sont ici et qui sont aussi que vous allez pouvoir retrouver ici. Et faites-vous accompagner aussi, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un ProServe. Dernier point pour finir dans les temps, on a un programme AWS, AWS Migration Acceleration Programme, qui permet d'avoir un accompagnement. ProServe en fait partie, donc les consultants en font partie, mais qui permet vraiment d'avoir une méthodologie, qui permet de donner accès à une méthodologie de migration, à des outils de migration, à des certifications, du training et des ressources consultants comme moi. Voilà. Dernière chose, il me reste 10 secondes. Je voudrais vraiment qu'on remercie pour cette vidéo 2 personnes qui m'ont aidé beaucoup, à savoir Nabil pour la partie automatisation avec SSM. Donc Nabil est là. On peut l'applaudir. Et la dernière personne, c'est Joseph Declerc qui n'est pas présent ici, mais qui a mis à disposition le SX et qui a vraiment fait un très bon boulot pour rendre cette démo possible. Je vous remercie.